Un garçon invisible sauve une millionnaire brisée. Dans une ruelle glauque, sous une pluie torrentielle qui martelait les pavés de la ville, un garçon noir de 11 ans, oublié du monde, a sauvé une femme qui semblait tout posséder. Ce qu'elle lui a murmuré, à peine consciente, a fait couler une larme sur sa joue scarifiée. Cette rencontre n'a pas seulement sauvé une vie, elle a transformé deux âmes à jamais. Jennifer Langston, 38 ans, était une figure intouchable. PDG d'une entreprise technologique basée à San Francisco, millionnaire autodidacte, elle avait gravi les échelons à la force de son ambition. Son visage ornait les couvertures de Forbes et TechCrunch, son nom figurait dans le classement des femmes de moins de 40 ans à suivre. Mais derrière les flashs des caméras, sa vie était un désert émotionnel. Elle avait brûlé des ponts avec ses amis d'enfance, licencié des assistants loyaux pour des erreurs insignifiantes, et vu deux mariages s'effondrer sous le poids de ses absences. Son fils unique, Austin, aujourd'hui âgé de 20 ans, avait grandi dans un manoir de Pacific Heights, entouré de luxe, une chambre digne d'un prince, des tuteurs privés, une Porsche rutilante offerte pour ses 18 ans. Mais l'argent ne remplace pas une mère. Jennifer avait cru que ses sacrifices étaient nécessaires, que son empire rachèterait son absence. Elle se trompait. 2 ans plus tôt, Austin avait coupé les ponts. Il avait laissé un message vocal, sa voix tremblante de colère et de douleur. « Je ne veux pas de ton argent. Je veux une mère, celle que je n'ai jamais eue. Ne fais pas semblant de m'aimer. » Puis il avait disparu. Changement de numéro, déménagement à l'étranger, aucune trace. Jennifer avait enfoui sa douleur sous des couches de travail acharné, de réunions interminables et de sourires forcés pour la presse. Mais chaque nuit, dans son pantouse surplombant la baie, le silence d'Austin la hantait. Elle n'en parlait jamais, pas même à ses plus proches collaborateurs. Jusqu'à ce soir fatidique où tout a basculé. Malik, 11 ans, n'avait rien d'autre qu'une cicatrice en forme de croissant au-dessus de son sourcil gauche, vestige d'une altercation dans un foyer d'accueil à Auckland. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait dormi dans un vrai lit. Sa mère, qui n'avait connu que par bribes, avait disparu quand il avait 5 ans, emporté par une overdose. Depuis, il avait été ballotté de foyer en foyer, jusqu'à ce qu'il décide, à 10 ans, de fuir. Les rues étaient dures, mais moins cruelles que les regards méprisants des adultes censés le protéger. Il survivait en fouillant les poubelles derrière les restaurants de la 6e rue, là où les boulangeries jettent des croissants encore tièdes et où les traiteurs laissent des restes de sandwichs à peine entamés. Il aimait l'invisibilité. Les gens étaient plus méchants quand ils vous voyaient. Cette nuit-là, le 17 octobre 2024, une pluie froide trempait ses vêtements usés. Malik s'était glissé derrière une benne à ordures près d'un restaurant italien, attiré par l'odeur de pain chaud et la chaleur des conduits d'aération d'une boulangerie voisine. Il serrait contre lui un vieux sweat à capuche trouée, son seul rempart contre le vent. Puis des cris ont déchiré la nuit. Une voix de femme, stridente, suivie de rires graves et menaçants. Malik s'est figé. Il a jeté un œil prudent par-dessus la benne et a vu l'impensable, 2 hommes en veste noire, l'un armé d'un tuyau métallique rouillé, l'autre tenant un sac à main en cuir coûteux. Ils avaient plaqué une femme contre un mur de briques, ses talons aux brisés gisant dans une flaque. Son visage, maculé de sang, trahissait la peur. « Tu cries, t'es fini » a grogné l'un des hommes, un rictus aux lèvres. Jennifer, encore vêtue de son tailleur Armani froissé, tremblait. Elle avait pris un raccourci imprudent après une réunion tardive, son chauffeur ayant été bloqué par un embouteillage. Elle n'avait jamais eu peur de la ville, mais ce soir-là, elle était seule, vulnérable. Ses mains levées tentaient de repousser les coups, mais le tuyau métallique s'abattait sans pitié. Elle a trébuché, son sac arraché, son corps heurtant le sol humide. Malik voulait se cacher. Chaque instinct lui hurlait de disparaître, comme il l'avait toujours fait. Mais alors, les yeux de Jennifer, gonflés et désespérés, ont croisé les siens à travers l'obscurité. Une seconde, une éternité. Dans ce regard, Malik a senti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Quelqu'un le voyait. Quelqu'un avait besoin de lui. Les agresseurs ont fini par partir, riant, le tuyau métallique balancé comme un trophée. Malik a attendu, le cœur battant, jusqu'à ce que leur silhouette s'évanouisse dans la ruelle. Puis il a couru. Il s'est agenouillé près de Jennifer, dont le souffle rauque soulevait à peine sa poitrine. Du sang coulait de sa tempe, mêlé à la pluie. Elle a murmuré quelque chose, inaudible. « Je vais appeler quelqu'un » a dit Malik, sa voix tremblante.
Il a sorti un téléphone jetable fissuré de sa poche, un appareil qu'il gardait pour les urgences, acheté avec des pièces ramassées dans la rue. Ses doigts glissants ont composé le 911. Elle saigne beaucoup, a-t-il dit à l'opératrice, paniquée. Elle est très blessée. Venez vite, s'il vous plaît. Soudain, la main de Jennifer, froide et tremblante, a saisi son poignet. Il a baissé les yeux. Des larmes coulaient sur son visage tuméfié, se mêlant au sang et à la pluie. « Tu es la première personne, » a-t-elle murmuré, sa voix brisée par la douleur, qui n'est pas partie. Malik a cligné des yeux, la gorge serrée. « Si je mourais ici, » a-t-elle continué, crachant du sang, « sache que tu as sauvé bien plus que ma vie. Tu as sauvé ma foi en l'humanité. » Elle a grimacé, sa poitrine se soulevant avec peine. Puis, dans un souffle presque inaudible, « J'aimerais que mon propre fils ait ton cœur. » Ces mots ont transpercé Malik. Une larme a glissé sur sa joue, traçant un sillon dans la crasse. Toute sa vie, il avait été un fantôme, un enfant que personne ne remarquait. Et maintenant, cette femme, brisée et mourante, lui disait qu'il était plus qu'un inconnu, qu'il était quelqu'un qu'elle aurait voulu appeler son fils. Malik est resté à ses côtés, tenant sa main, jusqu'à ce que les gyrophares de l'ambulance illuminent la ruelle. Les sirènes hurlaient, les secouristes se précipitaient. Il s'est éclipsé dans l'ombre, comme il l'avait toujours fait. Pas de nom, pas de remerciement. Les enfants comme lui ne restaient pas pour être vus. Jennifer s'est réveillée à l'hôpital de San Francisco Général, entourée du bip rythmé des moniteurs et de l'odeur âcre d'antiseptique. Sa tête pulsait, ses côtes cassées l'élançaient à chaque souffle, mais elle était vivante. Une infirmière aux cheveux grisonnants l'a retenue doucement alors qu'elle tentait de s'asseoir. Doucement, Madame Langston. Vous avez traversé une épreuve. Le garçon, a murmuré Jennifer, la voix rauque. Où est-il? Celui qui a appelé, qui est resté. Il m'a sauvé. L'infirmière a froncé les sourcils. Quel garçon? Les caméras de surveillance de la ruelle n'avaient capturé que des ombres floues. Les agresseurs? Oui, mais pas le visage de Malik. À la police, Jennifer n'a pu donner qu'une vague description. Il était petit, jeune, avec une cicatrice au sourcil. Et il était incroyablement courageux. Elle a répété les mots qu'elle lui avait murmurés, sa voix se brisant à chaque phrase. 2 semaines plus tard, Jennifer a quitté l'hôpital, le corps encore meurtri mais l'esprit consumé par une mission. Elle ne pouvait pas retourner à sa vie d'avant. Pas après Malik. Elle a ordonné à son chauffeur de l'emmener dans les refuges, les soupes populaires, les centres pour jeunes sans-abri de la ville. Elle a arpenté les rues d'Oakland et du Tenderloin, scrutant chaque visage, chaque silhouette. Elle interrogeait les travailleurs sociaux, montrait des croquis approximatifs basés sur sa mémoire. Pendant des jours, rien. Puis, un soir, alors que le soleil se couchait sur la baie, elle l'a vu. Sous un pont autoroutier, près d'un campement de fortune, Malik était là, recroquevillé dans une veste en lambeaux, endormi à côté d'un caddie rempli de bouteilles vides et d'un sac plastique contenant ses maigres possessions. Malik, a-t-elle appelé doucement, descendant de sa berline noire. Il a sursauté, les yeux écarquillés de peur. « Je n'ai rien pris », a-t-il crié, prêt à s'enfuir. « Non », a-t-elle répondu, les mains levées en signe d'apaisement. « Tu m'as tout donné. » Il l'a dévisagé, méfiant, ses petits poings serrés. « Pourquoi t'es là ?» Jennifer s'est agenouillée, ignorant la douleur dans ses côtes. « Parce que tu m'as sauvé. Et je n'ai pas arrêté de penser à toi. Je te dois plus qu'une vie. Je te dois un avenir. » Convaincre Malik n'a pas été facile. Il avait appris à ne faire confiance à personne. Les promesses, il connaissait, des mots vides suivis de trahison. Mais Jennifer n'a pas abandonné. Elle ne lui a pas offert des promesses grandioses ni étalé sa richesse. Elle venait, jour après jour, avec un sandwich au poulet encore chaud, une couverture propre, ou juste une chaise pliable pour s'asseoir à côté de lui sous le pont. Elle parlait de la pluie, des mouettes qui survolaient la baie, de la musique qu'elle écoutait adolescente. Peu à peu, Malik a cessé de la voir comme une menace. Il a commencé à lui parler, d'abord de petites choses, un chien errant qu'il aimait nourrir, une chanson entendue dans un magasin. Puis, un jour, il lui a raconté sa mère, son rire, et la douleur de l'avoir perdue. Des mois plus tard, Malik a accepté d'emménager dans un foyer sécurisé que Jennifer avait financé à Oakland. Elle a engagé des tuteurs, organisé une thérapie, et veillé à ce qu'il ait un lit chaud, des vêtements neufs et des livres. Elle ne l'a jamais pressé, le laissant avancer à son rythme.
Un soir, dans un petit restaurant où il partageait une pizza, Malik a levé les yeux de son assiette. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Vraiment ?» Jennifer a posé sa fourchette, les larmes aux yeux. « Parce que dans mon pire moment, quand j'ai cru que tout était fini, tu es resté. Tu m'as vu, Malik. Et maintenant, je veux m'assurer que le monde te voit. » Il a hoché la tête, lentement, puis a murmuré. « Je peux t'appeler Madame Jen ?» Elle a ri, un rire léger, le premier depuis des années. « Seulement si je peux t'appeler mon fils. » Malik a souri, un sourire timide mais éclatant, et ce moment a scellé un lien plus fort que le sang. Pendant ce temps, Jennifer s'est lancée dans une quête de justice. Elle a engagé une équipe de détectives privés et collaboré avec le département de police de San Francisco. Grâce à son influence, elle a obtenu l'accès à des enregistrements de vidéosurveillance supplémentaires et à des analyses ADN sur le tuyau métallique retrouvé dans la ruelle. Après 6 mois d'enquête, les agresseurs ont été localisés. L'un, un récidiviste nommé Marcus Tate, avait tenté de fuir au Mexique. L'autre, Léon Carter, a été arrêté pour vol à main armée dans une autre affaire, le tuyau métallique encore en sa possession, marqué de traces de sang correspondant à l'ADN de Jennifer. Lors du procès, Jennifer a témoigné, le regard fixe, la voix ferme. Quand le procureur lui a demandé pourquoi elle avait tant insisté, elle a répondu « Parce que des garçons comme Malik ne devraient pas grandir dans un monde où des hommes comme eux rôdent en liberté. » 2 ans plus tard, le 4 juin 2026, lors d'un sommet pour jeunes leaders organisé à San Francisco, financé en partie par la fondation que Jennifer avait créée en l'honneur de Malik, un adolescent s'est avancé vers le micro. Malik, maintenant 13 ans, portait une chemise bleu marine soigneusement repassée et un pantalon kaki, ses baskets neuves brillant sous les projecteurs. Sa cicatrice au sourcil était toujours là, mais son regard était clair, déterminé. Il a pris une profonde inspiration, sa voix résonnant dans l'auditorium bondé. « Avant, je dormais dans une ruelle, là où personne ne te voit, là où tu ne comptes pas. J'étais un fantôme. » Il a marqué une pause, sa main serrant le micro. « Puis un jour, j'ai aidé quelqu'un. Elle m'a vu. Elle s'est souvenue de moi. Et ça a tout changé. » Il s'est tourné vers Jennifer, assise au premier rang, son tailleur impeccable contrastant avec les larmes qui brillaient dans ses yeux. « Madame Jen m'a appris que personne n'est invisible pour toujours. Pas si une seule personne croit en vous. Aujourd'hui, je veux aider d'autres enfants comme moi. Parce que chaque vie compte. » La salle a éclaté en applaudissements, un tonnerre d'émotions. Jennifer a essuyé une larme, non pas de douleur, mais de fierté. Jadis, elle avait failli mourir dans l'obscurité d'une ruelle. Aujourd'hui, sous les lumières éclatantes, se tenait Malik, le garçon qui l'avait ramené à la vie et qui, à son tour, illuminait le monde. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis de vous lire. À la prochaine, restez sympas, restez curieux et continuez à nous suivre.